Bonjour à tout le monde, à ceux que j'ai pas vus depuis ce matin en tout cas. Donc oui, pour me présenter rapidement, je suis Laure Reynaud, je travaille à Météo France, je suis chercheur au Centre national de recherche météorologique. Donc initialement, je travaille sur les modèles de prévision météo classiques, donc notamment ceux dont vous pouvez voir les prévisions au quotidien, hein. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, les prévisions AROM, Arpège. Voilà, je travaille dans le groupe qui les développe et je coordonne une équipe qui travaille plus spécifiquement sur la prévision probabiliste. Et puis depuis quelques années, on a été aussi pas mal chahuté par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et du coup, ça nous a conduit à développer des nouvelles thématiques de recherche pour voir en quoi ces nouvelles technologies, elles pouvaient apporter à la prévision du temps. Donc à la fois dans la manière dont on calcule, dont on produit les prévisions du temps, et puis aussi dans la manière dont on va exploiter les prévisions, puisque on le verra au cours de la présentation. En fait, une présentation, elle n'a de valeur que si on sait bien l'interpréter, la communiquer et l'exploiter pour la prise de décision. Et sur ces aspects-là, l'IA peut aussi avoir un intérêt. Donc voilà, c'est dans ce cadre que ma présentation de cet après-midi, elle se place. Donc je vais essayer de faire un état des lieux d'où on en est aujourd'hui dans les tentatives d'incorporer l'intelligence artificielle dans le processus de prévision du temps et dans l'exploitation des prévisions. Et puis j'aborderai aussi quelques perspectives. Alors, une très rapide introduction, parce que je pense que ça doit être assez clair pour tout le monde, notamment vu après avoir eu la session de ce matin. Donc, rappeler les enjeux de la prévision météo et climatique. Donc, la prévision météorologique, c'est avant tout un enjeu de sécurité et des biens, et c'est d'ailleurs la mission première Météo France d'assurer cette sécurité des personnes et des biens. La prévision météo, c'est aussi un gros enjeu économique, puisqu'il y a de nombreux secteurs d'activité qui sont dépendants au quotidien de l'information météorologique, hein, pour n'en citer que quelques-uns, transport, l'énergie, l'agriculture, et la liste est très longue. Et puis surtout, au-delà de la production même de la prévision météorologique, c'est aussi une chaîne de valeur qui est très complexe, puisque une fois que l'information de la prévision est produite, il faut la communiquer, la transformer en une information qui est intelligible et qui est intelligible pour différents types d'usagers, parce que d'un usager à l'autre, les besoins changent, la façon dont ils vont interpréter, le niveau de connaissance qu'ils ont est différent aussi. Donc c'est vraiment important de savoir transformer cette information de prévision brute en une information qui est intelligible par un maximum d'usagers, pour en tirer des bénéfices socio-économiques et des prises de décision qui sont adaptées aux enjeux. Second volet, l'enjeu des projections climatiques, il est assez clair et ça nous a été rappelé ce matin, hein. Il y a derrière ça, évidemment, toutes les questions d'adaptation au changement climatique. La prévision météorologique et climatique, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Eh bien, les prévisions auxquelles on a accès aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs décennies de développement, des développements à la fois scientifiques et à la fois informatiques aussi. Et le maillon principal de la prévision, c'est ce qu'on appelle le modèle. Donc le modèle, c'est un logiciel informatique qui va transformer un état de l'atmosphère à un instant T en un état à des instants futurs, donc on va appeler les prévisions. Et le modèle de prévision aujourd'hui tel qu'il est construit, donc on y travaille dessus depuis plusieurs décennies, et il est construit en y incorporant la connaissance physique que l'on a du fonctionnement de l'atmosphère. Donc typiquement, c'est un ensemble d'équations qu'on va résoudre sur des grilles de calcul. Donc c'est des modèles qu'on connaît plutôt bien, qui ont fait leurs preuves aussi, hein, et qu'on continue d'améliorer très régulièrement, quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. Météo France, mais comme tous les autres centres météorologiques nationaux dans le monde, fait des mises à jour de ces modèles, voilà, pour améliorer certains aspects. Et ça se traduit par des performances qu'on peut quantifier et qui augmentent. C'est ce qui est présenté sur cette figure ici. Donc quand on voit que des pentes ascendantes, ça veut dire que la performance des modèles augmente. Donc elle augmente pour différentes raisons. Déjà parce qu'on incorpore de plus en plus d'observations, parce qu'on progresse aussi dans la compréhension des processus physiques qu'on essaye de représenter, et parce qu'on peut travailler aussi sur des grilles qui sont de plus en plus fines. Là où il y a une dizaine d'années, on avait des grilles qui faisaient 20 km, par exemple, on travaillait sur des carrés de 20 km. Aujourd'hui, on est à une résolution du kilométrique pour les meilleurs modèles, comme le modèle AROM de Météo France, par exemple. Alors, on a des performances qui sont bonnes, néanmoins, les prévisions restent imparfaites, et ça, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà fait l'expérience. Donc, il reste encore un certain nombre de verrous à lever. Et je dirais qu'un des axes sur lesquels on voudrait progresser dans les prochaines années, c'est notamment d'être en mesure de fournir une information à une échelle spatiale encore plus fine pour tenir compte des enjeux locaux.
ça a été rappelé ce matin, hein, on a besoin de tenir compte des effets locaux comme mieux représenter l'îlot de chaleur urbain, donc mieux représenter les caractéristiques de la ville, mieux représenter les impacts du relief aussi. Donc la Corse est intéressante pour ça, hein, puisqu'elle concentre, on l'a vu, un maximum d'enjeux, dont ceux que je viens de citer là. Et donc ces enjeux locaux, on ne peut vraiment véritablement les prendre en compte que si on peut travailler à une échelle très fine. Donc aujourd'hui, je disais que les meilleurs modèles, ils sont à l'échelle kilométrique, ce qui est déjà bien, mais c'est pas suffisant quand on veut aller à un niveau de caractérisation très fin de la ville ou de relief, où là, on va être obligé de passer sur de l'échelle qu'on appelle hectométrique. Donc, par exemple, des modèles qui travaillent à des résolutions de 500 mètres, voire 100 mètres ou encore plus bas si on le peut. Néanmoins, aller à ces échelles-là, ça pose un certain nombre de questions scientifiques, mais aussi ça pose des questions techniques. C'est extrêmement coûteux. Passer du kilomètre à 100 mètres, en fait, c'est plusieurs dizaines de fois, une augmentation du coût de plusieurs dizaines de fois. Ça nécessite aussi d'incorporer de plus en plus d'observations à échelle fine. Donc, par exemple, de mieux prendre en compte les observations qu'on dit d'opportunité aujourd'hui. Et ça nécessite de continuer à progresser dans la compréhension de certains processus qui ne sont pas aujourd'hui complètement bien compris. Donc ça, c'est le premier axe d'amélioration, donc sur la façon dont on calcule les prévisions et sur la qualité de ce qu'on produit. Et puis le deuxième axe de progression, c'est aussi sur optimiser la chaîne de valeur, essayer de mieux transformer l'information qu'on produit en une information utile, utilisée et utilisable par un maximum d'usagers. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment l'IA en fait peut nous servir pour progresser sur ces deux aspects. Alors, quelques mots sur l'irruption de l'IA dans ce domaine de la prévision météo-climatique. Donc, l'IA, on en entend parler quasiment tous les jours dans la presse et à la radio, à la télé, sur différents supports. Donc, l'IA a fait une irruption dans vraiment plusieurs domaines, si ce n'est presque tous les domaines, depuis environ 5 ans. Et donc la prévision météorologique, elle n'a pas fait exception. On voit aussi qu'il y a une accélération de la prise en compte de l'utilisation de ces nouvelles techniques depuis environ 5 ans. Donc on peut l'objectiver de différentes manières. Ici, ce que j'ai choisi, c'est de vous montrer l'augmentation des publications scientifiques qui utilisent de l'IA, en fait. Alors je crois que c'est dans le titre, qui ont des technologies d'IA dans le titre, peu importe. Et on voit qu'il y a vraiment une croissance exponentielle de l'utilisation de l'IA. Donc on voit depuis 2017-2018, mais surtout une très rapide augmentation depuis 2019. Alors, est-ce qu'on doit s'en étonner ? En fait, quand on y réfléchit un peu, je dirais que non, parce que l'IA, et on va le revoir après, la matière première de l'IA, c'est la donnée. Puisque derrière l'IA, il y a l'apprentissage sur de la donnée. Et en fait, les centres météorologiques produisent de la donnée, que ce soit de la donnée observée ou de la donnée modélisée depuis des dizaines d'années. Et on a des archives de plusieurs dizaines d'années dans les différents centres météorologiques. Donc la matière première, elle est là. Donc déjà, c'est un premier bon point pour l'IA. Ensuite, quand on s'intéresse aux tâches qui nous reviennent, donc des tâches de prévision, mais pas que. Mais bon, déjà, si on se concentre sur la tâche de prévision, on se rend compte que c'est une tâche sur laquelle l'IA est très performante, en fait. Prévoir le passage d'un instant T à un instant T plus 1, plus 2, plus 3, c'est vraiment une tâche pour laquelle l'IA est performante. Donc finalement, on a envie de dire que tous les ingrédients sont là pour faire de la prévision météorologique une application naturelle des techniques d'intelligence artificielle, pour peu que on ait quand même la ressource de calcul nécessaire. Et qu'on ait les compétences aussi pour développer cette nouvelle technologie d'IA sur de la donnée météorologique. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, comment on se positionne? Donc je pense qu'aujourd'hui, on a passé la phase exploratoire et on peut affirmer que l'IA est un nouvel outil qui est là pour rester dans le domaine de la prévision météorologique, que ça va certainement nous permettre d'améliorer une partie de ce qu'on se fait, de le faire différemment aussi, de le faire mieux dans une certaine mesure, de le faire plus rapidement aussi, puisque la prévision aujourd'hui est une étape qui est coûteuse, et l'IA offre des perspectives intéressantes pour accélérer le calcul. Et quand on parle d'accélération, derrière on se dit que ça améliorera aussi l'anticipation, en particulier l'anticipation des événements extrêmes. Néanmoins, il y a certains points de vigilance qu'il faut bien garder en tête. Je dirais que pour nous, météorologues et donc physiciens aussi, ce qui pourrait nous tracasser pas mal, c'est le côté boîte noire
des algorithmes d'intelligence artificielle en comparaison des modèles qu'on utilise aujourd'hui, qui sont basés sur la physique et qui sont interprétables, où quand on a une mauvaise prévision, on peut essayer de remonter à la source, à ce qui ne s'est pas bien passé, à ce que le modèle n'a pas réussi à bien représenter. Quand vous remplacez ça par de l'IA, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, si ce n'est presque impossible à l'heure actuelle de complètement expliquer le fonctionnement de réseaux de neurones complexes, par exemple. Et pour des applications aussi critiques que la prévision météorologique avec un enjeu de sécurité des personnes et des biens, c'est un devoir même de pouvoir expliquer comment la prévision a été produite. Donc c'est vraiment un des actes limitants aujourd'hui, ces aspects d'explicabilité et d'interprétabilité. Et d'un point de vue plus pragmatique, donc il y a potentiellement un changement de paradigme aussi qui se profile. Ce qui veut dire pour nous, développeurs, modélisateurs, c'est acquérir des nouvelles compétences, une nouvelle expertise sur des nouveaux outils. Et c'est aussi en partie revoir les méthodes de travail. Peut-être plus faire du développement de la prévision météo l'apanage de vraiment que des météorologues, mais voir ça plus dans une approche pluridisciplinaire qui intégrerait des mathématiciens, des data scientists, des experts logiciels, plus les compétences des météorologues, évidemment. Donc ça chamboule pas mal de choses, finalement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne vais pas faire une présentation très détaillée de l'IA parce que déjà, je n'ai pas le temps, mais pour être sûr de perdre le moins de monde possible dans ce qui va suivre, j'ai quand même fait deux diapos qui présentent très, très succinctement ce qu'on entend derrière l'IA, parce que l'IA, il est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui. On en entend énormément parler, mais pour autant, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière ? Donc, quelques rappels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ? Donc là, il y a plusieurs définitions qui sont possibles. Je me suis arrêtée sur une définition que j'aime assez bien, même si elle est très large, mais bon, elle mérite d'émaner du Parlement européen. Donc l'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc, comme je le disais, c'est très large, on pourrait quasiment mettre un peu tout ce qu'on veut derrière ça. Néanmoins, on va retenir que l'IA, c'est une discipline qui est à la croisée des mathématiques, de l'informatique et des données. Alors, l'IA, comment ça marche ? Alors, si je me pose le problème de la prévision du temps, pour résoudre le problème de la prévision du temps, on peut essentiellement voir deux grandes catégories de méthodes. Donc, la première, c'est les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, qui sont non IA. Donc, comment ça se passe ? Pour développer un modèle, on a des experts physiques qui vont spécifier les instructions à résoudre, à suivre. Donc, ça peut être des équations, ça peut être des relations logiques, et c'est la machine qui va calculer ça, qui va résoudre les équations, qui va résoudre les relations logiques, etc. Et il y a l'approche IA, où là, les experts ne vont plus rien spécifier, si ce n'est la forme de l'algorithme qu'on va utiliser. C'est la machine elle-même qui va apprendre toute seule à partir des données les instructions qu'elle doit suivre pour résoudre le problème qui lui est posé. Donc, c'est deux philosophies très différentes, en fait. Donc, on espère quand même que dans la méthode IA, si la machine apprend bien et qu'on lui a donné des données qui sont suffisantes, elle va retrouver des relations qui sont proches de celles que l'expert humain connaît et aurait pu spécifier. Mais bon, il n'y a pas de garantie là-dessus non plus. Un autre point important aussi dans la suite de ma présentation, quand j'utiliserai le terme IA, donc IA, ça regroupe plein d'algorithmes possibles et plein de méthodes possibles. Moi, il y aura souvent, en fait, quand je dirais IA, ça sera synonyme d'apprentissage profond. Donc, c'est des méthodes qui apprennent notamment à l'aide de réseaux de neurones. Alors, maintenant, on va passer au plus concret. Donc, le mieux, c'est d'illustrer avec quelques exemples ce qu'on peut attendre de l'IA en prévision météorologique. Et donc, avant ça, je vais juste rappeler les principales étapes de la production d'une prévision aujourd'hui. Donc au départ, il y a des observations. Il y a des observations qui sont faites sur tout le globe, des observations qu'on appelle in situ, donc par exemple des données stations, des données de bateaux, des radiosondages. Et puis il y a surtout une très grosse proportion, plus de 90% des observations qui sont d'origine satellitaire. Donc ça fait beaucoup d'observations différentes, qui mesurent des choses différentes, avec une finesse spatiale et temporelle qui est différente aussi. Donc après, il y a une étape qui va agréger toutes ces informations d'une façon qu'on espère optimale. Donc ça, c'est les techniques d'assimilation de données qui agrègent tout pour fournir la meilleure photographie de l'état de l'atmosphère à un instant donné, donc disons maintenant.
Et puis cet état-là qu'on a calculé, on va le donner en entrée de notre modèle de prévision qui, lui, va se charger de calculer l'évolution future de cet état-là, donc pour fournir les prévisions dans quelques heures ou dans quelques jours, voire dans quelques semaines pour la prévision saisonnière ou climatique. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la prévision expertisée, c'est qu'une fois que ces prévisions sont calculées, il va falloir les interpréter et pour en déduire des prises de décision ou plus généralement des bulletins ou des cartes de vigilance, enfin tout ce que vous pouvez voir sur les applications ou à la télé ou entendre à la radio. Donc quand on se pose la question sur ces différentes étapes, où est-ce que l'IA peut intervenir, la réponse elle est extrêmement facile parce que c'est partout. Sur toutes ces étapes-là, l'IA peut intervenir voilà, à des degrés plus ou moins importants. Et dans cette présentation, je vais me focaliser surtout sur les deux derniers aspects. Donc on ne va pas trop parler de l'IA pour les observations ni pour l'assimilation de données. Et je vais surtout me concentrer sur l'IA pour la prévision numérique, donc pour le modèle de prévision et pour la prévision expertisée. Alors on va commencer par l'IA pour le modèle de prévision. Donc aujourd'hui, on est ici, c'est-à-dire qu'on a en entrée le temps qu'il fait aujourd'hui et le modèle va nous calculer le temps qu'il fera demain. Donc ce modèle, comme je l'ai déjà un peu dit, c'est un ensemble de lois physiques qui ont été spécifiées par des physiciens. Donc ces lois physiques, on les connaît ou bien par la théorie ou bien par l'expérimentation. Et voilà, c'est un processus qui est éprouvé, qu'on utilise depuis plusieurs dizaines d'années et qui fournit des prévisions qui sont de plutôt très, très bonne qualité. Néanmoins, il y a des limitations. Il y a essentiellement deux limitations. C'est notre connaissance des processus physiques. Il y a des processus qu'on ne sait encore pas bien représenter, qu'on comprend encore pas bien aujourd'hui, et donc du coup, on ne les représente pas forcément bien dans les modèles. Et puis, il y a les ressources de calcul. Je mentionnais tout à l'heure que si je veux passer du kilomètre à 100 mètres, le coût de calcul est multiplié par plusieurs dizaines de fois. Et on n'a pas des ressources de calcul infinies. On n'a pas non plus des temps de calcul qui sont infinis, parce que la prévision météorologique, elle est contrainte d'une application opérationnelle. Voilà, on doit les produire en des temps limités pour qu'elles arrivent à l'heure pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors l'IA, ça va nous permettre peut-être de lever un peu, au moins en partie, ces deux verrous. Sur l'aspect limitation de la compréhension de certains processus, on pourrait dire, si nous, on n'est pas arrivé à les comprendre, peut-être qu'une IA, en lui donnant plein de données, va réussir à découvrir des relations que nous, on n'a pas réussi à mettre en évidence. Donc, on peut identifier dans les modèles les parties qui sont les moins bien représentées et essayer de les émuler grâce à un algorithme d'intelligence artificielle plutôt que de chercher les équations qui pourraient représenter le mieux ces phénomènes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est sur la problématique du temps de calcul. On peut aussi identifier ce qui, dans le modèle, coûte le plus cher et se demander si, là encore, on ne peut pas remplacer la résolution d'équations différentielles par un algorithme d'IA qui, dans sa phase d'inférence, va être beaucoup plus rapide que de la résolution d'équations. Donc ça, c'est une approche hybride en fait. On va conserver le cadre classique de la modélisation physique, mais on va venir remplacer certains bouts par de l'intelligence artificielle parce qu'elle nous permettra de faire mieux ou de faire plus rapidement. Alors, à Météo France, on travaille sur ce sujet. Donc, ce n'est pas pour la prévision météo, mais c'est pour la prévision climatique. Pour l'instant, c'est la thèse de Blanca Balog, qui travaille avec le modèle Arpège Climat et qui s'est posé la question de remplacer un des bouts du modèle. Alors, pour ceux que ça parle, c'est la paramétrisation de la convection profonde, donc la représentation des nuages de grande extension verticale. Donc voilà, elle a tenté d'utiliser un réseau de neurones pour remplacer la paramétrisation qu'on utilise aujourd'hui et qui s'appuie sur la physique. Et donc là, je montre un résultat où elle compare les prévisions annuelles qui sont prévues par deux modèles. Donc à gauche, c'est le modèle Arpège Climat dans sa version classique actuelle. Et à droite, c'est le modèle Arpège Climat dans lequel on a remplacé la paramétrisation de la convection par un réseau de neurones. Et ça nous permet de vérifier que ça ne fait pas n'importe quoi. Et on a plutôt une bonne corrélation entre les deux approches. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Il y a plein de questions qui se posent derrière, mais en tout cas, c'est un premier résultat qui montre que il y a certainement des choses à faire dans cette voie de la prévision hybride physique IA. Alors, on peut aussi essayer d'aller plus loin, finalement. Est-ce qu'on est vraiment obligé de garder un modèle physique ?
Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement remplacer la partie modèle par de l'apprentissage profond, donc par un gros réseau de neurones qui apprendrait sur énormément de données les relations qui permettent de passer d'un état de l'atmosphère à un instant T à un instant T plus delta T. L'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre de faire des prévisions extrêmement rapidement. Là où on met 1 heure pour faire une prévision, si on adopte cette stratégie-là, ça va être quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Donc ça ouvre aussi des perspectives pour faire plus de prévisions ou pour rafraîchir les prévisions beaucoup plus souvent aussi, ce qui a un intérêt. C'est une solution qui vient aussi avec beaucoup de challenges. Donc je le disais en introduction, c'est un changement de paradigme pour nous. Il y a des nouvelles questions qui se posent sur les données d'apprentissage. Qu'est-ce que je donne comme données d'apprentissage ? Parce que la qualité de ces modèles-là, elle va forcément être limitée par la qualité des données qu'on lui donne à manger. Donc comment on récupère les données, quelles données on prend, la notion d'extrapolation aussi. Hein, souvent on nous dit on apprend sur des données du passé, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on va prédire des événements futurs dans un climat changeant, comme on l'a vu ce matin. Donc quand on va être face à des situations que la machine n'aura pas vues durant son apprentissage. Et puis, il y a le côté boîte noire. Donc, c'est tentant d'aller faire ce type de méthode, mais il faut garder à l'esprit que ça pose aussi énormément de nouvelles questions. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas à faire de la prévision qui repose entièrement sur l'IA ? Alors, si on m'avait posé la question il y a 10 ans, je pense que déjà, j'aurais peut-être même pas compris la question. En 2018... il y a eu un premier article, un très bon article de Peter Dubin et Peter Bauer du Centre européen de prévision météorologique qui avait essayé de faire de la prévision qui repose entièrement sur du réseau de neurones, mais dans un cadre extrêmement simplifié. Et leur conclusion, c'était oui, un jour, sûrement qu'on y arrivera, mais enfin, on a vraiment le temps et on sera peut-être à la retraite d'ici à ce que ça marche. Donc, ne nous pressons pas, tout va bien. Et puis en fait, ce temps long, il s'est réduit à 5 ans. En 5 ans, il y a des entreprises comme Google, Nvidia, Huawei qui ont fait un peu le buzz en proposant des nouveaux modèles de prévision météo qui sont entièrement basés sur l'IA. Donc il y a plus de physique derrière. Donc là, ça a un peu affolé la communauté. Alors ça a affolé pour différentes raisons, hein, parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Et puis, en plus, c'est un changement de paradigme dans les technologies qu'on utilise, mais dans les acteurs aussi. Parce que pour l'instant, les gens qui développaient les modèles de prévision météo, c'était les services météorologiques nationaux ou des universités, mais ce n'était pas Google. Donc le changement de paradigme, là, il se fait vraiment à différents niveaux. Donc à la suite de ça, les services météorologiques nationaux ont commencé à s'organiser. Il y a eu un premier modèle entièrement IA produit par un service météorologique, donc le Centre européen de prévision à moyen terme. Son modèle, c'est EIA-FS, qui est maintenant disponible sur le site du Centre européen, on peut le trouver. Je crois que si Météo Ciel parle à certains d'entre vous, on peut trouver les sorties de ce modèle aussi depuis quelques mois. Donc la question se pose, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera ? Alors je pense que personne n'est capable de répondre, mais c'est vrai qu'on serait tenté de se dire, est-ce que dans 10 ans, on ne sera pas tous en mesure de faire tourner notre propre modèle de prévision météo sur notre ordinateur portable, puisque c'est beaucoup plus facile que de faire tourner un modèle physique. Alors voilà un peu l'état de l'art en matière de prévision météorologique entièrement IA. Donc peut-être que c'est des noms qui résonnent pour certains d'entre vous, parce qu'on en a parlé dans la presse, hein, d'ailleurs, de certains de ces modèles, notamment Graphcast, le modèle de Google, Pangu Weather, c'est le modèle de Huawei, Gencast et encore Google. Bon, voilà, j'aurais pu faire en mettre encore d'autres. Il y en a énormément. En fait, il y a plusieurs nouveaux modèles qui sortent tous les mois. Donc la liste est extrêmement longue, on n'est même quasiment pas en mesure d'être à jour dans les listes qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces modèles tout IA ? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails des méthodes IA, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il y a de commun derrière quasiment tous les modèles qui ont été proposés, c'est le jeu de données d'apprentissage. Le jeu de données d'apprentissage qui est utilisé s'appelle ERA5. Alors, ERA5, pour faire simple, c'est la meilleure reconstruction dont on dispose aujourd'hui de l'état de l'atmosphère depuis les années 1940. Donc, c'est un jeu de données qui est extrêmement profond, et c'est là sa force, à une échelle globale.
et par contre à une résolution de l'ordre de 30 km. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même assez loin de l'état de l'art. Je vous mentionnais le modèle AROM avec une résolution kilométrique. Là, 30 km, on est assez loin de l'état de l'art, même si ça donne une information qui est intéressante, on peut faire mieux. Derrière ce qui a été proposé, il y a aussi une très grande diversité de méthodes dans le type de réseau de neurones qui a été proposé. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Le point important, c'est qu'on a pu démontrer que les performances de ces nouveaux modèles sont très proches, voire même sur certains aspects meilleurs que les modèles physiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un des résultats forts. Comme j'ai déjà mentionné, on a des temps de production qui sont extrêmement rapides. Et puis, on a aussi encore des petites choses qui ne marchent pas et des challenges. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, je vous ai mis 2 prévisions pour le même jour, du même champ. C'est un champ de température, donc plus on est dans les bleus, plus les températures sont froides, et plus on est dans les jaunes oranges, plus les températures sont chaudes. Donc c'est 2 prévisions qui sont valides pour le même jour, la même heure. Il y en a une qui a été faite par un modèle classique, modèle arpège pour ceux qui connaissent, et une autre qui a été faite par un modèle IA. Alors si je vous demandais de me dire qui est qui, la réponse elle est peut-être pas évidente. Surtout de là où vous êtes, quand on a les yeux dessus, c'est un petit peu plus facile. Et encore, moi, à chaque fois, il faut que je regarde à 2 fois pour être sûr. Voilà, pour montrer qu'en fait, les prévisions tout IA ont atteint un degré de réalisme qui est quand même assez bluffant. Donc, je vais quand même vous donner la réponse. Le modèle arpège, il est à droite. Et le modèle d'IA, il est à gauche. Et en fait, là, ce qui nous permet de le savoir, c'est que le modèle d'IA, il a des contours qui sont un peu plus flous que le modèle physique. Ça, c'est une caractéristique assez classique des modèles d'IA. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un nouveau volet de recherche qui s'est ouvert dans la plupart des centres météorologiques. Maintenant, on est plusieurs centres météorologiques à essayer d'aller dans la voie de ces nouveaux modèles. Alors, pas forcément en remplacement de ce qui existe aujourd'hui, plutôt en complément. Pour l'instant, il ne s'agit pas de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait depuis plusieurs dizaines d'années. Pas du tout, mais c'est une nouvelle voie, en fait. Donc, ça serait une méthode alternative et complémentaire pour faire de la prévision par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Alors à Météo France, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? On travaille essentiellement selon 2 axes. Ça fait quelques années qu'on travaille sur développer des modèles tout IA pour la prévision immédiate. Alors la prévision immédiate, c'est de la prévision à très courte échéance qui va jusqu'à 6 heures. Là, c'est un domaine où l'IA marche très bien parce qu'on fait essentiellement de l'extrapolation d'observation. Par exemple, on regarde où sont les pluies maintenant et on les fait se déplacer sur les 6 heures à venir. Les méthodes d'extrapolation classiques, ça ne marche pas forcément très bien au-delà de 1 heure ou 2 heures. Par contre, les méthodes d'IA sont vraiment bien pour ça. Donc, on a travaillé là-dessus pour des prévisions à courte échéance de couverture nuageuse et puis de précipitations. Ensuite, notre gros nouveau projet, c'est développer une version entièrement IA d'AROM. Alors peut-être que dans quelques mois, vous pourrez voir sur Météo Ciel ou autre support des prévisions d'un AROM IA. Donc là, c'est un modèle qu'on fait apprendre sur de la donnée AROM. Et voilà, donc à reproduire le comportement d'AROM. Donc on en est qu'au début, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus, mais on a des premiers résultats intéressants, donc qu'on va devoir confirmer dans les prochains mois. Alors, le deuxième volet de la présentation, il est sur une introduction de l'IA qui est un peu plus douce que ce que je vous ai présenté pour le moment, parce que là, je vous ai montré qu'on pouvait complètement repenser le processus de prévision avec l'intelligence artificielle, mais on peut essayer aussi d'y aller un peu plus doucement et de se dire qu'on ne remet pas en cause forcément tout ce qu'on a développé jusque-là et que l'IA peut aussi simplement intervenir comme une surcouche qui nous permettrait d'améliorer la qualité des prévisions qu'on produit actuellement. Donc, une sorte de post-traitement des prévisions qu'on produit actuellement, pour en améliorer la qualité, mais aussi pour en améliorer l'exploitation. Donc c'est ce que je vais présenter maintenant. Alors, oula. Alors, la première application que je voulais vous présenter, c'est justement pour faire de la prévision à l'échelle locale. Donc, je vous disais, passer du kilomètre à quelques centaines de mètres, c'est coûteux. Alors, on peut peut-être le faire autrement. Plutôt que de faire tourner un modèle en raffinant la grille sur laquelle on résout les équations, on peut essayer de faire ce qu'on appelle de la descente d'échelle statistique. Alors, la descente d'échelle statistique, c'est un mot compliqué pour quelque chose qui est finalement assez simple et qu'on peut rapprocher des techniques de
super résolution. C'est pour ça qu'il y a un chien au-dessus, parce que sinon on peut se demander pourquoi il y a une photo de chien. Technique de super résolution, c'est qu'on a une image qui est pixelisée et qu'on veut récupérer une image en haute définition. Et en fait, il y a des techniques qui vont permettre, des techniques donc statistiques de super résolution, qui permettent d'apprendre une relation entre l'image basse résolution et l'image haute résolution. Et en fait, en prévision météo ou en prévision climatique, c'est exactement la même chose qui se passe, parce qu'on va résoudre nos équations sur une grille. Là, on a une grille qui est relativement lâche, on a des gros carrés, donc on est très pixelisé, on a une basse définition. Et puis, on peut aussi les résoudre sur une grille beaucoup plus fine. Donc là, on a une image de plus haute définition. Et en fait, les prévisions météorologiques, on peut vraiment les voir comme une image. Et donc les techniques qu'on applique en traitement d'images, de photos, on peut très bien les appliquer de la même façon sur de la prévision météorologique ou climatique. Et c'est ça le principe de la descente d'échelle statistique, c'est qu'on va essayer d'apprendre une relation statistique entre des prévisions qui ont été faites à basse résolution et des prévisions qui ont été faites à haute résolution. L'avantage, c'est que si ça marche, eh bien pour avoir l'image de droite, on n'a pas forcément besoin de faire tourner un modèle qui va être extrêmement coûteux, mais on va simplement pouvoir le déduire d'une prévision qui a utilisé une maille beaucoup plus large et donc qui a coûté beaucoup moins cher. Alors, je vais présenter deux applications de ces techniques de super résolution ou de descente d'échelle, une pour des prévisions climatiques et une pour des prévisions météorologiques. Alors, la prévision climatique, c'est un travail qui a été fait par Antoine Doury durant sa thèse. Et donc, lui, il a vraiment essayé de résoudre ce problème-là. J'ai des modèles de climat à basse résolution, à une échelle globale, et j'essaye d'émuler à partir de ça un modèle de climat régional, donc avec une résolution beaucoup plus fine et sur un domaine à air limité. Donc il a utilisé un réseau de neurones que je ne détaillerai pas, et ce qui est intéressant de regarder, c'est les résultats. Ici, on a ce qu'il cherche à obtenir, donc la simulation climatique régionale, et ici, il a c'est le résultat qu'il a appris à apprendre, qu'il a réussi à obtenir avec un réseau de neurones. Donc, à l'œil, les résultats sont vraiment bons. On a une bonne corrélation entre les deux. Une autre façon de le voir, c'est de se placer en un point. Alors, je ne sais plus ce qu'il a pris comme point ici, peut-être Toulouse, et de regarder la série temporelle de température et de précipitation entre, en rouge, la simulation climatique régionale, donc avec le vrai modèle de prévision, et en vert, ce qu'il a réussi à simuler avec un réseau de neurones. Et là encore, on voit qu'on a une très bonne adéquation entre les deux, donc c'est plutôt prometteur comme résultat. Donc maintenant, on a essayé de faire le même travail, mais pour de la prévision météorologique à une échelle très fine. Alors là, j'aurais bien aimé avoir un exemple à présenter sur la Corse, mais on n'a pas encore travaillé sur la Corse. Par contre, on a travaillé sur l'île de la Réunion, qui présente des similarités quand même avec la Corse, puisque c'est une île aussi qui concentre vraiment beaucoup d'enjeux et une île montagne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a la prévision AROM. Ça, c'est de la pluie. Et plus on est dans les gammes de rouge-orange, là, plus on a des cumuls de précipitations qui sont forts. Donc on a un AROM à 2,5 km de résolution. Là, on a un AROM à 500 mètres de résolution. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux. Il y a notamment l'AROM à 500 mètres permet de simuler des cumuls beaucoup plus intenses. Mais par contre, passer de là à là, c'est 50 fois plus cher en fait en termes de calcul. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc on a essayé de savoir si un réseau de neurones nous permettrait de passer de ça à ça. Et le résultat, il est en bas. Et le résultat, il est assez intéressant puisqu'on voit que le réseau de neurones a bien réussi à apprendre des choses proches de ce que l'AROM 500 mètres sait faire. Notamment, on voit une augmentation des cumuls de précipitations qui est tout à fait compatible avec ce que l'AROM 500 mètres sait faire. Donc ça, c'est des résultats tout à fait préliminaires, mais en tout cas qui donnent envie de continuer à explorer cette direction. Et le dernier résultat que je vais présenter, c'est l'IA pour l'exploitation de la donnée prévue. Parce qu'on aura beau faire une prévision qui est parfaite, si derrière on ne l'exploite pas correctement, en fait, ça ne sert à rien. Donc je dirais que l'exploitation de l'information prévue, elle est quasiment aussi importante que la production d'une information prévue de qualité. Et l'exploitation de la prévision, elle est compliquée. Elle est compliquée notamment parce qu'on va vers une inflation de la donnée prévue. Aujourd'hui, on travaille avec des ensembles de prévisions, donc on n'a plus une prévision, mais plusieurs dizaines de prévisions qui sont rafraîchies plusieurs fois par jour. Et en fait, les prévisionnistes ou les usagers en général ont tendance à crouler maintenant sous l'information. Et par contre, les temps qu'ils ont pour faire leur expertise, eux, n'augmentent pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour mieux exploiter l'information et notamment mettre en évidence, aller chercher l'information utile en fait dans les prévisions en fonction des enjeux de chaque usager. Donc là, je suis contente parce que j'ai un bel exemple à vous montrer sur la Corse.
Je pense qu'un exemple qui est encore dans les mémoires de la plupart d'entre vous, si je vous parle du 18 août 2022, voilà, je pense que ça parle encore à tout le monde avec des orages qui ont eu vraiment des conséquences assez dévastatrices, hein, notamment sur la partie ouest de la Corse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Il s'est passé qu'il y a eu des orages et il y a eu un type d'orage particulier qu'on appelle un écho-arqué. Alors, on l'appelle comme ça parce que quand on regarde comment il est fait, il a une forme d'arc. Donc, ce qu'on sait, c'est que des modèles comme Arom savent simuler les échos arqués. Par contre, on n'a pas de sortie de modèle qui nous dit là, il y a un écho arqué. Il faut qu'il y ait un expert humain derrière qui aille reconnaître le schéma conceptuel, qui examine plusieurs champs et qui dise là, j'ai tous les signaux qui m'indiquent que je vais avoir un écho arqué, donc warning, parce que potentiellement, il y a des conséquences assez importantes associées à ça. Donc ça, pour l'instant, ce passage-là entre la prévision et le diagnostic d'un écho arqué, pour l'instant, il ne peut reposer que sur l'expertise humaine. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on a quelques dizaines ou plus de prévisions à disposition, eh ben, on ne peut pas le faire dans toutes les prévisions. Donc avec un étudiant en thèse, on a travaillé sur de la détection d'objets, c'est-à-dire passer justement d'un champ de réflectivité radar ou de précipitation pour schématiser à un diagnostic d'écho arqué. Donc ça relève de la détection d'objets, tout comme on essaierait de détecter un chat ou un chien dans une image, ben là on va essayer de détecter dans une image de réflectivité radar le signal d'un écho arqué. Et le résultat, il est plutôt satisfaisant et ça marche plutôt très bien, hein. Donc une fois ce diagnostic mis en place, on est en mesure de produire ce genre de carte. Donc ici, c'est les échos arqués qui ont été détectés dans tous les membres de la prévision d'ensemble Arom, avec une colorimétrie qui dépend de l'intensité des rafales de vent qu'on trouve en dessous de cet écho arqué. Voilà, donc là, en l'occurrence, on voit que effectivement, le modèle était capable de représenter ce type d'événement sur cette situation-là, et avec une probabilité assez forte, hein, parce qu'on peut aussi transposer la figure de gauche en une carte de probabilité, donc de risque d'occurrence des échos arqués. Et ici, on a une probabilité qui est entre 20 et 30%, donc ce qui n'est pas négligeable quand on est face à un événement intense et rare de ce type-là. Donc ça, c'est un produit qui n'est pas encore opérationnel à Météo France, mais qui est produit tous les jours de façon expérimentale et qui est à destination des prévisionnistes depuis déjà quasiment 3 saisons estivales et qui est plutôt bien apprécié, je crois, et qui devrait devenir opérationnel, j'espère, l'année prochaine. Enfin, dernier résultat, il y a l'exploitation des prévisions, mais il y a aussi l'exploitation des observations, puisque pour certains événements, ça nous arrive aussi de reposer sur les observations en temps réel pour corriger aussi un peu la trajectoire des prévisions. Et là, c'est pareil, l'IA peut être intéressante. On a notamment une personne qui travaille sur l'exploitation des données de webcam pour identifier de la neige sur les webcams, et aussi pour identifier entre deux images si on est plutôt dans le sens d'une augmentation de la quantité de neige ou d'une diminution. Et ça, c'est un produit qui est pareil, ça n'a pas le statut opérationnel, mais c'est produit de façon expérimentale sur plus d'1 millier de webcams sur la métropole, hein, et Corse comprise. On peut avoir ce diagnostic-là. Il y a aussi des travaux en cours sur l'amélioration du typage des éco-radars avec les méthodes d'IA. Donc, le radar nous donne accès à la quantité de pluie qui tombe, mais c'est aussi une observation qui peut être parasitée par d'autres choses, par exemple par des oiseaux qui passent, ou alors il y a aussi des échos de ciel clair. Donc on peut avoir des fois des signaux de pluie qui ne sont pas vraiment de la pluie, en fait, qui sont des éco-parasites. Et on a encore du mal à faire la distinction de ces différents éco-parasites. Donc là, l'IA offre aussi des perspectives intéressantes. Et un autre travail, donc je ne suis pas exhaustive dans tout ce que je présente, mais ça ferait beaucoup trop sinon, une thèse là, qui s'est terminée pour estimer le risque de grêle à partir des images radar aussi. Alors, on en arrive maintenant aux conclusions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil qui est pérenne, hein, pour la prévision météorologique et climatique. Donc, on a vraiment une variété d'applications qui est très importante. J'en ai donné aujourd'hui un aperçu, mais qui reste non exhaustif. Par contre, aujourd'hui, c'est difficile de vous dire ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Si on se revoit dans 5 ans, je ne sais pas ce qui sera opérationnel dans 5 ans, ce qui ne le sera pas.
des choses comme les dernières planches que j'ai présentées, hein, le diagnostic des coarquets, l'exploitation des observations, ça, je suis quasiment sûre que c'est parmi les premières choses qui arriveront en opérationnel, parce que c'est juste essayer de faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas remettre en cause toute la chaîne de prévision, donc ça, je pense que ça va arriver assez vite. Par contre, ce que j'ai présenté en début de présentation sur les nouvelles façons de produire la prévision et les challenges associés, là, c'est des chantiers qui sont beaucoup plus gros. C'est prometteur. La plupart des centres météo vont en ce sens. Par contre, là, je ne sais pas dire à quel horizon vraiment on aura des choses qui sont exploitables, parce qu'il y a beaucoup de challenges associés, notamment celui que je mentionne depuis le début, hein, le challenge de l'explicabilité, de l'interprétabilité, de la robustesse de ces méthodes. La prévision des événements extrêmes et la généralisation en climat changeant. Et puis toute la partie un peu plus technique aussi, puisqu'on est sur des méthodes différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc techniquement, il y a des infrastructures qui doivent changer. On n'utilise pas les mêmes calculateurs, les mêmes processeurs pour faire de la prévision physique ou de la prévision IA. Bon, ça, voilà, c'est pas un changement qui est neutre. Il y a des choses à modifier à différents niveaux. Aussi une difficulté avec l'IA, c'est que ça évolue extrêmement vite. Vous êtes quasiment sûr que si aujourd'hui vous commencez à développer un modèle, le modèle que vous avez choisi, il est obsolète ou il le sera dans pas longtemps. Donc c'est vrai que on sait à peu près où on en est aujourd'hui, mais dans un an, on ne sait pas. Il y aura peut-être encore une nouvelle méthode révolutionnaire qui est sortie. Donc ça introduit beaucoup d'incertitudes aussi, et c'est assez délicat à prendre en compte dans nos plans de travail. Donc il faut rester ouvert, et puis voilà, surtout il faut essayer d'aller chercher aussi des collaborations avec des gens qui sont à l'extérieur de notre domaine, pas rester entre météorologues, mais s'ouvrir voilà, aux data scientists, aux mathématiciens, ingénieurs logiciels, etc. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie.